Vous pourrez la réécouter sur Internet, sur le site de l'Oufipo à partir de la semaine prochaine, Fabrice. Ouais, voilà. Hein, et sur le site du Goéland aussi. Et sur le site du Goéland également à suivre. Voilà. Mais je fais un peu de la pub pour l'Oufipo qui, depuis plusieurs années, enregistre régulièrement toutes les rencontres pendant le festival. Ce qui permet à ceux qui ne peuvent pas assister à certaines rencontres de les retrouver ensuite sur le site de l'Oufipo, sur le site du Goéland. Voilà. Merci. Boris. Merci. Merci. Bravo. Bravo, madame la présidente. Alors je vous salue, je vous remercie tous d'être venus et plus particulièrement les jurés du prix qui êtes là et qui avaient donc participé à ce que Benoît Philippon soit cette année le lauréat du prix 2018 pour Cabossé, édité dans la série Moi. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle formule pour cette rencontre du prix. Donc, nous allons faire cette expérience d'associer la lecture d'extraits du livre à une rencontre classique avec le lauréat du prix. On fait classique, on va voir. Benoît, on se connaît déjà parce qu'on s'est rencontrés auparavant, mais je pense que tout le monde ici est ravi de faire ta connaissance. En quelques mots, tu es né en 78 16. 1678 Non, 76. Il y a 3 siècles. 1976 Oui, absolument. Ça commence fort. Je suis là dans l'anonymat le plus complet. Et tu es scénariste et réalisateur. Ouais, j'ai eu 2 palmes d'or. Tant qu'à faire des faux CV. Et Cabossé est ton premier roman. J'avais dit je ne vais pas te tutoyer parce que ça exclut, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire autrement. Je suis désolée. Donc vous serez exclu et je vais tutoyer Benoît. Mais tout le monde se tutoie, on est d'accord. Pas moi. Sauf Sa Majesté. Sa Majesté Jean-Bernard. Voilà, donc le prix a été décerné le 13 avril 2018 sous la présidence de Jean-Bernard Pouy. Vous pourrez confirmer tout à l'heure. Alors les jurys et les lecteurs ont découvert ton roman dans la sélection du prix 2018 et ils ont fait la connaissance avec les personnages. Et si ces fameux personnages n'ont plus de secret pour les jurés et pour tes lecteurs, pour ceux qui ont lu ton livre, toi tu restes un mystère. Derrière la Benoît Philippon, qui êtes-vous? Voilà. Les dieux, donc. Oui, la question est un peu large. Moi je suis qui êtes-vous? Moi je suis un garçon qui a beaucoup voyagé, qui a grandi sous divers horizons, parce que j'ai la grande chance de grandir en Afrique et aux Antilles, d'arriver en France un peu plus tard. Après mon père vivait au Canada, donc je faisais beaucoup d'allers-retours, donc j'ai beaucoup voyagé dans le monde et la notion des frontières m'est un peu étrangère, et je pense que ça se retrouve pas mal dans ce que je fais, parce que du coup moi j'ai été biberonné cinéma, j'ai grandi cinéma, j'avais cette grande chance quand j'étais enfant, hein, donc je suis né en 76 et on avait un magnétoscope à la maison, ce qui était assez rare à l'époque, et on avait 2 vidéos, on avait Certain Lame Show, le film de Billy Wilder, et le livre de la jungle que je regardais donc en boucle. Et ça résume un peu ma personnalité en fait. Du coup après j'ai grandi avec le cinéma, j'ai voulu faire du cinéma, j'ai commencé à écrire assez jeune, je me mettais au fond de la classe pendant les cours qui m'intéressaient pas, j'écrivais des scénarios et je suis rentré comme ça par la petite porte du cinéma via le scénario, parce que j'avais pas d'autres entrées et je voulais devenir réalisateur mais je savais pas comment on faisait, donc je me suis dit, au moins par l'écrit c'est facile, ça coûte un stylo et du papier, puis on verra ce qui se passe. Et j'ai écrit beaucoup de choses comme ça de mon côté, et j'ai eu l'opportunité, j'ai rencontré un réalisateur, j'avais une vingtaine d'années, qui m'a donné ma première chance. J'ai développé avec lui des scénarios, il y en a un qui s'est fait, qui était
le pire scénario que j'ai écrit ever, mais ça m'a permis de mettre le pied dans le milieu du cinéma et j'ai continué comme ça. Après j'ai fait mon premier film que j'ai écrit et réalisé qui s'appelle Lullaby en français et Lullaby for Pie en anglais, qui était un film, en fait ça faisait 10 ans que j'essayais de monter des films en France, c'était très compliqué, j'ai une écriture un peu particulière comme vous avez pu voir dans Cabossé, donc je corresponds pas trop au schéma du cinéma français, j'ai mis du temps à trouver ma place, d'ailleurs j'ai mis tellement de temps que je l'ai pas trouvé, on n'a pas réussi à monter Lullaby en France et comme je suis très référencé cinéma américain, j'ai pris la décision de partir aux États-Unis pour faire ce premier film. Donc on a traduit le film, on est parti à Los Angeles, j'ai fait mon casting là-bas, on a fait ce film en coproduction avec le Canada. Et c'était une très belle aventure, je suis très content du film. Et en parallèle de ça, quand je dis que j'ai 2 casquettes, j'ai commencé à développer pas mal pour le cinéma d'animation. Parce que j'avais rencontré un réalisateur qui avait été débauché par DreamWorks à l'époque. C'était la grande période où le cinéma français d'animation commence à prendre une valeur à l'international. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais les Français, on a un énorme prestige auprès des Américains et du cinéma international en animation. Et j'ai commencé à écrire pour les films d'animation. Et j'ai fait mon premier film aussi en tant que réalisateur d'animation qui s'appelle Mune, le gardien de la lune, qui a eu un très très beau succès, qui s'est vendu dans le monde entier, et qui a été le 7e plus gros succès français à l'étranger en 2015, je crois, donc j'étais pas peu fier. Donc ça c'est le côté livre de la jungle. Et puis en parallèle, justement, Mune a été un gros film compliqué à monter. On n'a pas l'impression, mais un film d'animation, ça m'a pris 7 ans de ma vie, c'est 200 personnes, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pression. Et quand je suis sorti de ça, j'avais envie de revenir sur des sujets plus adultes. Et j'étais en train de développer un autre long métrage qui était dans un sujet plus adulte que j'ai pas réussi à monter. Et là, j'étais très en colère parce que le principe je réponds peut-être déjà à des questions plus tard, mais bon, du coup, je m'adapte. Je te dis, je suis fort en monologue, donc et du coup, je me suis dit tiens, le médium du cinéma est lourd, compliqué, c'est cher pour avoir des validations sur des projets. C'est pas toujours les meilleurs projets qui passent. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour quand même exprimer des choses que j'ai envie d'exprimer, que je peux pas exprimer au cinéma sans avoir la validation des studios, des financiers, etc. J'ai dit je peux reprendre la fameuse plume et essayer de m'attaquer à un support que j'avais pas du tout appréhendé jusque-là, qui était la littérature, parce que pour le coup, autant j'étais pas du tout intimidé par le cinéma. Pour avoir grandi avec le cinéma, je me disais pas, il y a Kubrick, qu'est-ce que tu as à raconter? Non, je suis allé en me disant tout va bien. Par contre, en littérature, je regardais une bibliothèque et je me disais, moi je sais pas écrire, donc j'écrirai pas. Et là, je me suis dit, j'ai quand même envie d'écrire des choses. Donc, et là, j'ai pris la plume et j'ai écrit Cabossé, sans penser à l'éditer, mais en pensant juste à exprimer des choses. Et c'était le début d'une nouvelle aventure, puisqu'on se retrouve ici. Et tu as répondu à la deuxième question. Ah, voilà. C'était quoi la question? Pour voir si j'ai fait la bonne pirouette. Donc oui, voilà, donc c'était pour savoir. Oui, c'était justement, je voulais te demander effectivement pourquoi tu étais parti à l'écriture d'un roman, mais tu viens de répondre. Pour en revenir au cinéma, un des jurés a fait cette... Il n'est pas là, Frédéric, non, il n'est pas là ce matin. A fait cette citation. Cabossé est un roman qui n'est pas cucul à Praline. Ah, ça. C'est la rencontre entre Marv, Mickey Rourke dans le film Sin City, ouais, et Sam, Emma Stone dans le film Birdman, raconté par Richard Boringer et filmé par Léos Carax. Un commentaire? C'est marrant. Et filmé par Léos Carax. Oui. D'accord. T'es bourré là. C'est pas moi qui ai écrit ça. Je sais pas qui est. C'est Frédéric qui avait dit ça. Alors Marv, oui, complètement. Mais alors pas Marv Mickey Rourke, mais Marv Frank Miller, parce que Sin City, avant d'être un film, c'est un roman graphique de Frank Miller que j'aime beaucoup, qui a un vrai style graphique très fort et qui a aussi une écriture très noire, très stéréotypée, roman noir, très assumé, que j'aime beaucoup. Effectivement, moi j'aime venant de l'animation, j'aime aussi les romans graphiques, les BD, etc. J'aime bien sortir du réalisme, donc j'aime bien jouer avec toute forme de mythologie, que ce soit la mythologie grecque, mais aussi la mythologie des contes ou des super-héros, etc. Et après, je prends des différentes facettes, différents ingrédients, et après je fais ma petite cuisine à moi. Donc effectivement, il y a beaucoup du Marv. Alors Emma Stone dans Birdman, avec plaisir. On travaille quand on veut avec Emma Stone. Son agent peut m'appeler demain, je suis dispo. Mais j'y ai pas pensé, mais
mais par contre, c'est marrant parce qu'Emma Stone, on voulait la caster sur Moon, le film le film d'animation. On a besoin d'acteurs connus pour faire les voix. Et Emma Stone, ça faisait partie des personnages que j'aurais voulu avoir pour faire la voix de mon personnage féminin, qui a été fait en français par Isia Gillin. Et Léos Carax. Alors Léos Carax, que j'aimais bien à l'époque quand j'ai découvert effectivement il y a longtemps, quand il faisait Mauvais Sang, avant le naufrage des Amants du Pont-Neuf. Mais pourquoi pas Léos Carax. Ça va pas être ma référence évidente, mais il y a un film que je trouve vachement intéressant que j'ai vu cette année qui, pour le coup, correspond vraiment fort à l'univers que j'ai voulu développer dans le Cabossé, c'est Three Billboards. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui était aux Oscars, qui a eu l'Oscar de la meilleure comédienne pour Frances McDormand, qui est absolument exceptionnelle. Et Three Billboards, c'est ça, parce que bon, moi, les références sur Cabossé, ça va être... En France, dans l'écriture, j'avais envie de dialogue très... on parle souvent d'Audiard, mais en fait, moi, j'ai surtout été biberonné par Bertrand Blier. Et j'aime beaucoup l'écriture très travaillée de Blier qui fait fi du réalisme et qui fait de la poésie urbaine dans ses dialogues. Et après, dans les situations et je pars d'une certaine réalité sociale, mais je la tords dans tous les sens. Moi, je suis un grand fan des frères Cohen. Bien sûr, Tarantino, Pulp Fiction, moi j'avais 18 ans, ça marque. Voilà, c'est Three Billboards, je trouve qu'il arrive à une sorte de quintessence de ça, parce qu'il arrive à faire quelque chose que n'avaient pas forcément ces réalisateurs-là. Il arrive à aussi amener l'émotion. Il y a une émotion très forte dans ce personnage de mère vengeresse. On n'est pas justement, c'est l'équilibre qui était difficile pour moi, enfin pas difficile, mais où j'étais vigilant sur Cabossé, parce que je sais que j'ai poussé les potards assez fort dans la caractérisation, dans la surcaractérisation, donc ça j'en ai bien conscience. D'ailleurs, le personnage n'arrête pas de dire c'est cliché, j'assume, mais en disant c'est cliché et j'assume, cette surcaractérisation, c'est pour véhiculer des choses, c'est pour cacher la poésie en fait, pour dire bon, justement, je fais pas du cucul après la ligne, mais quand même un peu. Allons vers l'émotion, montrons de la sensibilité, mais ne passons pas par quelque chose de trop les licornes et les arcs-en-ciel, même si je les cite aussi de façon assumée dans Cabossé, parce que ça reste un conte de licornes et d'arc-en-ciel, et on a envie d'aller vers un monde meilleur, et y vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants, mais ça passe par le noir pour dire aussi des choses qui sont très dures, mais il faut que l'émotion soit vraie, parce que sinon on rentre juste dans un effet de style, on rentre dans du pulp gratuit, et bon, ça peut être rigolo, mais d'un coup ça devient un peu creux. Et moi, l'idée d'écrire un roman, et je rebondis sur ta deuxième question, pourquoi écrire un roman, c'est pour dire vraiment des choses qui me tiennent à cœur, et qu'une fois de plus je pouvais pas exprimer en cinéma, donc c'était tout ce dont je parle dans Cabossé, qui est un peu écorché sur tous les faits sociétaux, et quand je parle de l'histoire d'amour d'une part, mais aussi de l'intolérance, de l'homophobie, de la violence faite aux femmes, aux enfants, etc. Bah ça, c'est des sujets que je peux me permettre d'aborder parce que je surcaractérise mes personnages, et que du coup je tombe sur ce côté un peu mythologique et conte, quoi. J'ai fait beaucoup de digressions. Maintenant, j'aimerais avoir l'avis de l'analyse de Jean-Bernard. Si, t'as dit des choses très intéressantes. Vas-y. Non, mais je parle de forme, vous m'entendez ? Non. C'est parce qu'il faut s'enregistrer après. J'ai une question idiote à poser, mais pour moi très très importante. Tu dis qu'il a été formaté et formé par le livre de la jungle. Alors, quel est le personnage dans le livre de la jungle qui te ressemble le plus ? Alors ça, c'est une excellente question, merci Jean-Bernard. Écoute, moi je crois que j'ai pas mal le syndrome Mowgli en fait, même si c'est le personnage, j'ai pas de sympathie pour Mowgli. Tu vois, c'est un peu plutôt l'ours. L'orang-outan, le roi Louis. Alors oui, le roi Louis, j'adore le roi Louis. Je suis un grand fan de jazz, Louis Prima, tout ça, c'est la musique du livre de la jungle est absolument exceptionnelle, bien sûr. Mais non, moi le côté Mowgli, je suis quoi ? Je suis un humain ou je suis un animal ? J'appartiens à quel pays ? Moi j'ai grandi en Afrique, donc j'étais le Babtou, j'étais le blanc au milieu des noirs. Moi je passais ma vie, j'ai toujours eu un peu un problème d'identité, étonnamment pas en Afrique, mais aux Antilles. Moi j'ai connu ça, j'étais le seul blanc de ma classe, donc j'ai connu la problématique de l'intégration. Enfin c'était pas, du coup j'avais pas aucun problème d'intégration, mais ce dont on parle, les problématiques d'intégration en France, moi je l'ai connu de façon
inversé. Et donc ouais, ce rapport à la culture est un peu atypique chez moi. Quand je suis en Afrique, j'ai l'impression d'être à la maison, mais en même temps, je le suis pas du tout. J'ai un rapport très fort avec la culture américaine. J'ai beaucoup voyagé au Canada. J'ai une fascination pour le cinéma américain. Donc quand je développe des projets narratifs en France, que ce soit cinéma ou littérature, par exemple en cinéma, ma carrière cinéma est compliquée parce qu'à chaque fois, notamment le CNC me déteste. Parce que chaque fois que je fais un film, c'est trop américain, ce qui veut absolument rien dire parce que juste on peut avoir des références sans faire je fais pas du Star Wars. Donc ce côté un petit peu, je sais pas dans quelle case je dois me mettre. Et le côté bon, je vais peut-être aller dans le village des humains, mais quand même, Balou, il est un peu super sympa, donc je sais pas trop si je vais pas y retourner pour faire la fête. Bagheera qui représente une certaine forme d'autorité, mais en même temps une belle sagesse. Donc voilà, après, moi je suis plus proche, je m'identifierais plus à Mowgli, mais j'ai très envie d'être Balou, hein. Je fais quand même, il est cool quoi. Donc, voilà pour l'explication de texte. Très bonne réponse. Encore ? Tu as autre chose ? Non. T'es un peu au chômage là, hein ? Non, parce que on est un peu embêté là quand même. Heureusement, il parle bien. Mais Cabossé, ça va rester dans la série noire comme une espèce d'ovni. Parce que ça se démarque quand même de la production traditionnelle du polar, qu'il soit français ou étranger. Mais il y a des pierres de touche comme ça, de temps en temps, des bornes kilométriques qui montrent une écriture un peu différente et surtout un univers différent. Je penserais, moi quand j'ai lu ce roman, j'ai pensé, alors que ça ressemble pas tellement, mais j'ai pensé au bouquin de Peter Loughrane, Londres Express, qui était sorti il y a pas mal de temps, il y a presque 30 ans maintenant, et qui est toujours un espèce de joyau noir comme ça, à l'intérieur de la série noire, parce que ça ressemble à rien. En plus, c'est un roman unique, enfin, il vient de sortir un deuxième roman, mais qui n'est pas bon. Donc c'est je ne souhaite pas d'écrire avec moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais tout d'un coup, il y a autre chose qui apparaît. Alors c'est toujours quelque chose qui est épaulé quand même traditionnellement et d'une manière importante. À chaque fois, je déclenche le frigo, là, c'est quoi là qui est l'écriture. Bon. Parce qu'on ne peut pas dire que le récit soit extrêmement passionnant. Ou bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui critique. Mais vas-y, balance. Mais j'ai remarqué que l'écriture et la manière d'aborder un peu la stylistique, c'est ça qui a emporté quand même en général l'adhésion des membres du jury. Alors les membres du jury, ils sont blindés, hein, tous les ans ils se cognent, je ne sais pas combien de romans, les premiers romans. C'est important le premier roman, parce que là, il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Soit on est dans les rails, soit on est hors des rails, mais quand ça déraille vraiment, alors là c'est intéressant et ça inquiète. Et ça passionne les lecteurs. C'est ce qui s'est passé pour ton roman. Je crois que tous ceux qui ont voté pour toi détestent ce roman. Mais pour les bonnes raisons. Mais en même temps, ils se disent, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose par rapport aux autres où c'était pas quelque chose. En plus, moi ce qui m'a passionné, c'est que c'est pas un roman policier. Moi on parle des flics, lui on se vend, surtout en ce moment. Donc ça changeait par rapport aux autres finalistes qui étaient des romans beaucoup plus normés, avec des enquêtes policières, des vies de flics déprimés. Alors, si les flics sont déprimés, ils n'ont qu'à faire de la boulangerie, de la pêche. Ici. Donc c'était très fort aussi à cause de ça. Et puis le rapport à la culture américaine, il est évident parce qu'il se situe aussi au niveau de la citation. Il y a une citation larvée ou larvaire, je ne sais pas comment on peut dire. C'est toi qui parles français, c'est pas moi. Moi j'ai un correcteur chez Gallimard qui bosse très bien. Au roman Salmec, des souris et des hommes. Donc il y a immédiatement une famille qui est là, pas loin, derrière. Mais l'idéal, enfin, l'intéressant c'est qu'on y échappe assez vite. On échappe assez vite avec toujours
cette petite référence qui trotte, qui est liée au personnage principal, enfin, à la fille. Et puis bon, bien sûr, ce qui a plu, on a remarqué quand même que le public, frigo, et le jury est essentiellement féminin. Non. Oh, quand même. Non, il y a la parité. Où sont les hommes? Là, les jurés, Oui, non, mais il y a des mecs aussi, il y a la moitié. Mais c'est le meilleur public. Moi, je suis quand même un homme, je suis pas une femme. Donc, oui, mais c'est un roman d'amour quand même. Alors, donc, ça, je pense que ça a compté. Parce que dans la déprime générale qui entoure les polars, que tout d'un coup, il y ait une petite lueur qui soit liée quand même au sentiment, ça a marché. Mais il faudrait entendre un peu la voix de l'auteur. Les voix. Merci Jean-Bernard. Parce que ça cause, mais bon, maintenant on voudrait quand même. Oui. Oui, chef. Donc Cabossé peut être qualifié de road movie ou de trip movie, comme tu le dis. Comme on le dit sur le site de Gallimard, moi j'ai pas fait de. Moi je cite parce que j'ai retrouvé dans toutes les interviews que j'ai lues de toi cette phrase-là identique, mais c'est celle qui est sur le site de Gallimard. Ouais. Voilà, donc citée par différentes personnes qui ne disent pas que ce n'est pas d'eux. Donc le récit est jalonné de révélations noires, de souvenirs amers, d'obstacles sanglants et de rencontres lumineuses. Oui. Ça résume bien effectivement le roman. Et là, je ne te passe plus la parole. D'accord. Et au commencement, il y a Roy. Et Xavier, c'est l'histoire d'un personnage. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Raymond, qui est né à Clermont, un pays où il fait toujours plus. Et puis ce Raymond, il va aimer faire de la boxe. Il va pas aimer son prénom. Et comme son entraîneur s'appelle Bobby, qui est un nom qui a une consonance américaine, il va se faire appeler Roy. Mais le pauvre gars, il est né avec une sale tronche. Et on va commencer le petit parcours qu'on a prévu, non pas par le début, mais on va commencer à la page 70, un événement essentiel dans la vie de Roy, alors qu'il a 15 ans. Et c'est alors vous allez avoir deux textes qui vont se suivre, l'un qui va être lu par Daniel et l'autre par Annick. Donc Roy a 15 ans quand cet événement se produit. Roy est devenu inséparable de Lisette. Quand la petite souriait, une chaleur brillante se propageait dans ses veines. Il en était accro. Oh, le sourire magique de lui. Partout où elle allait, Roy veillait sur elle. Protecteur. Sa sœur, c'était son rayon de lumière. Les années ont passé, simples. Promenades, jeux, baignades, des moments puérils, classiques mais beaux, essentiels. Et la mère, le pardon divin s'était manifesté, donc elle avait repris des couleurs. Elle vénérait nous, mais elle ne raffolait pas que Roy soit à ce point proche d'elle et faisait tache de le tableau christique. Seul avantage, avec lui à ses côtés, la petite était en sécurité. Et le père errait toujours, errait autour de ce manège, comme une ombre. Pas un retour au-dessus de sa proie, juste une ombre, plate, noire, vide. Quand il entrait dans une pièce, un silence s'installait, un silence d'attente, que la vie reprenne. Quand le père était présent, la vie s'arrêtait. Lou et Roy se taisaient et attendaient que l'ombre s'efface, le temps d'une présence en forme d'absence. Lou a jamais été frustrée de ce manque d'amour paternel. Elle s'en foutait, elle avait Roy. Il lui appartenait tout entier. Il n'existait plus que pour elle, pour qu'elle puisse sourire librement et tout le temps. Jusqu'au jour où l'ombre du père est entrée, taciturne. Elle voulait se reposer. Elle a monté l'escalier. Au milieu de son passage, elle trouvait Lou, qui brillait et qui jouait, avec une poupée à laquelle il manquait un bras. Mais
Et Lou l'aimait sa poupée, même avec son grand nain. Elle aimait lui inventer des aventures pleines de licornes, de rêves et d'amour. Et alors que Lou jouait à imaginer sa poupée chevauchant un énième arc-en-ciel, l'ombre est passée au-dessus d'elle, l'avalant tout entière. Lou a dit quelque chose. Quoi? Personne ne s'y trompe. Une phrase d'enfant, sans importance. Et l'ombre, ça l'a agacée. Alors elle a poussé la lumière sur le côté pour passer. Elle a poussé un peu trop fort, et juste assez pour que la lumière vacille et tombe. Roy avait 15 ans. Il venait de perdre sa petite sœur de 4 ans et demi. Son père avait été jugé responsable du décès. Roy a donc eu des circonstances atténuantes aux yeux de la justice concernant l'accident de ce dernier. Le tout a quand même donné un bon dossier pour un séjour en hôpital psychiatrique 5 étoiles. C'est toujours mieux que la prison. À part pour les électrochocs. Après avoir bouffé quelques milliers de kilowatts pendant plusieurs mois, Roy se disait que la prison n'aurait pas été plus mal finalement. L'enterrement de Lou s'est fait dans la plus grande confidentialité et sans la famille. Le père était à la morgue, la mère à l'hôpital. Overdose d'anxiolytique. Quelques semaines plus tard, c'est à coups de fusil dans la bouche qu'elle a fini d'avaler sa douleur, en plus de la chevrotine. Et Roy, il prenait du jus en HP pendant que le minuscule cercueil de sa sœur coulissait lentement dans le trou creusé au sein de la conception familiale. Roy l'a jamais digéré. Il n'avait pas pu dire au revoir à lui, une dernière fois. À la place, il était occupé à digérer les salves d'électrochocs. Malgré les électrochocs, ils n'ont jamais trouvé la bête. Roy a passé 9 mois en HP, le temps d'une gestation. Quand il en est ressorti, l'HP avait accouché d'un monstre. Un monstre sans âme et sans espoir. Un monstre qui cachait une bête au fond de lui. Voilà, c'est ça ce qui fonde Roy. C'est sa sale tronche et toutes ces blessures qui ont suivi à l'âme, qui ont suivi toutes ces tragédies en cascade. Et c'est ça ce qui fait de lui un cabossé, lui-même. Les deux bosses qu'il a, physique et dans son âme. Donc ça, donc il a 15 ans. On va revenir au début du roman, donc qui est le moment du récit. Et le roman commence quasiment par une espèce de facsimilé de texto que Roy échange avec une femme. Donc c'est une rencontre sur Internet et qui va se terminer par un rendez-vous amoureux avec, chose importante, les lumières tamisées. Et ça, c'est donc on est au moment du récit. Alors 2 textes encore, le premier que je vais lire, et le deuxième qu'on va lire à 3, Patricia qui sera Climette, Daniel qui sera le narrateur, et je serai toujours Roy. Cette nuit de dingue avec cette fille, les caresses, les baisers, les morsures, les va-et-vient, les viens là, les prends-moi, les râles, les soupirs, les retenues, les coups de tête en arrière, les coups de reins en avant, la déflagration. Un match d'exception. Roy en est encore complètement sonné. Et là, c'est le matin. Et les lumières tamisées ne tamisent plus grand-chose. Guillemette dort près de lui, vulnérable. Il n'a plus qu'à poser les yeux sur elle. Toute la nuit, ses mains ont parcouru son corps dans ses secrets les plus intimes. Il a l'impression de la connaître maintenant depuis des siècles, dans tout son épiderme. Mais ses yeux, eux, ils n'ont encore rien vu. Alors il se penche plus près pour la contempler. Elle, si belle de dos, mais déjà si belle. Et lui, avec sa gueule. Sa gueule, elle se retourne. Elle n'a pas dû être rose tous les jours, ta vie. Elle dit sans compassion liquide. Une constatation factuelle, sans apitoiement.
mais véritablement chaleureuse. Non, elle a été grise la plupart du temps. Et des femmes, t'en as pas connu beaucoup? Pareil, une évidence, dite sans cruauté, mais il faut bien le dire. Non. Je dis pas ça à cause de ton visage. Je dis ça à cause de tes gestes. Comment tu m'as prise hier? Comment tu m'as caressé? Cette nuit? Ce matin? Tes mains? C'est marrant. Tu crois que tu te protèges derrière ton bon cœur ou derrière ta grosse main? Mais en vrai, cette nuit, t'étais à poil. Bah ouais. Au sens figuré. Ah. Il comprend pas tout bien. T'as l'air de pas comprendre tout bien. Oh, ton visage, tu peux le cacher tant que tu veux, il faut faire avec. Tu le sais, tu le fais depuis que t'es né. Moi, ce que tu m'as montré cette nuit, c'est autre chose. Et ce que j'ai vu, ben, ton visage, il ne rentre pas en ligne de compte. Attends, je vais t'expliquer avec des mots simples. Elle passe sa main derrière son cou et s'assoit sur ses jambes. Ta tronche, je m'en fous. On a vécu la même chose cette nuit. On a ressenti la même chose. C'était palpable. Et c'était pas visible. Et c'est cette sensation que je retiens. Elle l'embrasse pas, elle le bouffe. Nuit d'amour explosive, et une ligne plus en dessous, on dit, c'était la Belle et la Bête. Et donc, la Belle et la Bête vont partir pour un voyage au cours duquel ils vont faire des rencontres, au cours duquel la Bête va s'exprimer par des assassinats. Après avoir tué son père à 15 ans, il va tuer Xavier, le mari de Bouglette. Il va tuer les 3 assassins de Bobby. Et puis pour finir, on verra plus tard, il va tuer aussi le père de la petite Lily que celui-ci avait abandonné sur une aire de tour. Voilà. Mais en même temps, dans ce récit voyage, ponctuellement, l'auteur fait des retours en arrière. Et j'en ai sélectionné 3 qui sont des retours en arrière avec des rencontres avec des femmes absolument merveilleuses. Mais vraiment, c'est des femmes vraiment formidables, vraiment magnifiques. Alors la première, c'est une jeune femme, Iris, et qui, la scène qui va vous être lue, c'est une scène superbe. Roy est en train de combattre sur un ring de boxe. Iris est dans les tribunes, elle a une robe rouge, et ils viennent tous les deux d'apprendre qu'elle a malheureusement un cancer. Cette scène va vous être lue par Daniel. Roy a encaissé l'information comme il savait faire, en cassant tout autour de lui. Une fois qu'il a eu ravagé le studio minable dans lequel il vivait, il s'est assis près d'elle, plus doux, plus calme, et il a demandé « Tu as mal ?» Iris avait beau être aveugle, la larme qui coulait le long de la joue de Roy, elle a entendu plus sourdement que le cataclysme qui venait de résonner autour d'elle. Roy, le banquier, avait versé une larme, si amère qu'elle aurait pu exploser au sol comme une boule de nitroglycérine. Puis la vacuité de sa rage a vite rattrapé Roy. Il fallait accepter, on n'allait pas en rire, mais Iris ne voulait non plus pas en pleurer. Elle voulait qu'il l'accompagne vers la sortie avec dignité. Roy avait envie d'étrangler la justice, de lui ouvrir le bide, de la répartir aux 4 coins d'un terrain vague. Mais la justice, c'est pas un ennemi physique. Mais la justice, c'est pas un ennemi physique, c'est un putain de concept, une saloperie de cancer qui te ronge de l'intérieur. Comme celui d'Iris. Alors Roy avait beau vouloir se battre contre l'ennemi, il ne pouvait pas. Il n'avait plus qu'à encaisser. Et c'est ce qu'il faisait sur ce ring depuis quelques rounds. Il encaissait, il ne se battait plus. Enfoncer le crâne de l'autre crétin en short étoilé qui sautillait connement autour de lui n'aurait rien changé. Iris est un vrai quand même. Alors à quoi bon? Encaisser les coups? Roy était bâti pour. Mais les coups comme cela, non. Alors, il avait baissé les bras, au sens propre comme au figuré. Il laissait le short étoilé lui matraquer la tronche, en espérant que tout s'effacerait. Pas les yeux d'Iris, et son cancer. Et Iris, à travers ses yeux cotonneux, ressentait le désespoir de Roy et le coton salivé de larmes salées. Sa bouche, elle, n'exprimait rien. Son souffle non plus. Seuls ses yeux, qui n'imprimaient plus rien depuis bien longtemps,
exprimait une dernière émotion, une larme sur sa joue glacée. Iris s'est levée, éclatante dans sa robe rouge sang au milieu des bookmakers en imperpétuel. Des regards ont vaguement tenté de fantasmer sur ses formes féminines, mais se sont vite repris. Iris était toujours aussi rayonnante, mais elle sentait la mort. Alors, les regards se sont détournés, sauf celui de Roy. Un nouveau crochet du droit les alliait une dernière fois. La gerbe de sang que Roy a craché a atterri sur la joue d'Iris, se mêlant à sa larme et rappelant l'écarlate de sa robe. Roy respirait lentement, son corps ruisselant de sang et de sueur. Iris respirait doucement, son corps ruisselant de cancer. La deuxième rencontre dans le passé, hein, toujours dans le passé avec une femme extraordinaire, c'est celle avec Rita, alors qui est une prostituée différente, disons. Déjà, elle n'est pas péripatétique, elle est plutôt sédentaire dans sa caravane. Et deuxièmement, elle a une haute idée de son métier. Et c'est Juliette qui va nous donner la lecture du texte qui concerne Rita. Rita faisait dans l'humanitaire du couple. Elle n'attendait pas seulement que tu lui files quelques bifetons et une tête de gorge de poireaux, elle voulait que tu prennes du plaisir, de l'authentique. Elle avait l'amour du travail bien fait. Et à Puceau qui débarquait dans sa camionnette, elle se donnait par mission de lui baliser le chemin du cul pour la suite. Si tes fondements peuvent construire, cette rêve vaut pour le bâtiment, pour la morale, mais aussi pour le cul. Et Rita avait peut-être plus grand-chose de féminin, mais elle servait la cause des femmes. Et pour servir leur cause, il fallait passer par celle des hommes et leur faire comprendre 2, 3 fondamentaux. Elle lui a montré tout ce que tout bonhomme devrait savoir avant de toucher une femme. Comment elle fonctionne, comment elle réagit, où appuyer, de quelle manière et pourquoi. Et surtout, elle lui a appris que le plaisir, on le prenait en le donnant, pas en le recevant. Magnifique. Et enfin la troisième, alors là, c'est... Non mais c'est une réflexion de mec. C'est magnifique. Voilà. Et la troisième, donc c'est une femme, on est plus dans l'intellectuel, c'est Solange, la bibliothécaire, qui va prêter un livre fondamental à Roy. Et c'est Patricia qui va lire ce texte. On pourrait questionner le choix de Mademoiselle Solange de mettre entre les mains de Roy un livre qui, elle le savait pertinemment, allait le secouer profondément. C'était à double tranchant. Soit il lui pétait à sa gueule à lui, voire, ce qui aurait pu être plus dangereux, à sa gueule à elle, soit il le touchait. S'il comprenait les bienfaits de l'imaginaire et son processus cathartique, peut-être que comme elle, Roy pourrait s'évader d'une réalité pas toujours facile, et y trouver une certaine forme de sérénité. Comme dit plus haut, elle planait un peu, Mademoiselle Solange. Roy n'est pas devenu pour autant un grand lecteur. Entre-temps, il a rencontré Bobby et a découvert la boxe, ce qui correspondait quand même franchement plus à son énergie. Et côté catharsis, c'était nettement plus décadent. Mais il a aimé retrouver Mademoiselle Solange tous les samedis et partager ce secret avec elle. Pendant plusieurs années, Mademoiselle Solange a ainsi alimenté la soif de Roy pour des mondes et des personnages fictifs qui, elle l'espérait, réveilleraient en lui des émotions positives. Roy ne cherchait pas à parfaire sa culture, mais à ressentir autre chose que cette sensation de colère tapie au fond de ses tripes. Et un jour, Mademoiselle Solange lui a prêté un livre qu'elle affectionnait particulièrement. Il contait le destin de personnages mythologiques, de créatures fantastiques, d'hommes mélangés à des animaux, des hommes à tête de taureau ou à corps de cheval. Les métamorphoses. Roy a dévoré le bouquin. Des hommes mélangés à des bêtes. L'image lui a tout de suite parlé. Voilà, c'est une espèce de miroir, évidemment, que lui a donné Solange.
toutes ces femmes, depuis la petite Louisette jusqu'à Solange, et puis après la petite Lydie, elles ont quelque chose d'essentiel, elles sont lumineuses, et elles apportent de la lumière à Roy, et au fond, elles lui permettent de passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. On va terminer, évidemment tout ça c'est très partiel, très subjectif et très partiel, évidemment, mais on va terminer une dernière scène, après la rencontre avec la petite Lydie. Roy, on le comprend à la lecture, là l'auteur se fait très discret sur la violence, même si on comprend dans l'extrait que vous allez entendre que ça a été très très violent, c'est malgré tout, ça reste très implicite. Et donc le père Roy vient de buter, dans ce fort du terme, le père de Lydie. Et donc voilà, c'est juste après avoir buté le père de Lydie. Et c'est Aline qui va nous lire le texte. Roy ouvre la porte et fait un pas dehors. L'air frais de la nuit lui parvient au visage. Une caresse. C'est doux, ça fait du bien. Roy prend une profonde inspiration. Il se sent calme, comme après sa fièvre. Son pouls est revenu à la normale. Ses gestes sont lents, posés. Il prend son temps. Le tremblement de terre est passé. Il n'y a plus de raison de courir. Il a réussi à se nettoyer, un minimum. Il s'est regardé une dernière fois dans la glace avant de sortir. Il avait toujours la même tronche décomposée, mais il n'y avait plus de traces du passage de la bête, ni dans son regard, ni sur ses vêtements. Le sang, les morceaux de chair et la rage ont disparu, en tout cas pour un temps. Roy avance lentement dans le jardin, un pas après l'autre. Ses pieds de géant pèsent des tonnes. Ses pompes s'enfoncent profondément dans la pelouse. Remonter jusqu'à eux va être un jeu d'enfant pour les filles. Bon, on va pas se leurrer, c'est une partouze d'ADN dans la baraque. À moins de tout passer au napalm, il n'y a pas moyen de masquer le passage de Roy. Alors faut assumer. Roy espère qu'au moins le pater ne sera pas enterré avec des voleurs. Enfin enterré, vu l'état du corps, ils vont probablement plutôt l'incinérer, quelles que soient ses volontés testamentaires. Mais qu'au moins les flics trouvent des dossiers bien nauséabonds qui permettent d'éclabousser de merde sa réputation et que son histoire soit révélée en plein jour. Roy, la chaise électrique ne le gêne pas. Il a sauvé Guillemette et Lily des griffes de leurs ogres. Crever pour ça, ça lui va. Il voudrait qu'on ne confonde pas tout. Lui, c'est une bête, mais c'est pas un ogre. Voilà. Alors on va s'arrêter là. J'ai juste deux questions. La première, c'est de savoir la différence qu'il y a entre une bête et un ogre. Et puis une affirmation pour terminer. Si par hasard parmi vous il y en a qui n'ont pas, je me suis dit, précipitez-vous cet après-midi. Je sais qu'il reste très peu de livres, donc très peu de cabossés en stock. Il en reste 150. C'est un livre absolument Il c'est reste un très peu. ovni, comme l'a dit Jean-Bernard tout à l'heure, mais c'est un livre formidable, vraiment formidable. Voilà. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir. Alors effectivement, si les lectures d'extraits vous ont donné envie, mais allez-y, précipitez-vous. On va repartir sur le roman. C'est vrai que tout à l'heure, Xavier a mis en lumière... Ouais, attends, il y avait la question de Xavier. Ouais, mais on va jamais avoir le temps de D'accord, finir, là. bon, alors, Donc on à la fin, reprendra je la après. refais. Voilà, on reprendra après l'ogre et voilà.
Il n'y a pas que les femmes qui ont éclairé la vie de Roy. Il y a René et Bobby. Et je pense, ce sont des personnages qui te tiennent particulièrement à cœur. Tu peux nous en parler parce que moi aussi ils m'ont beaucoup touchée. Oui, effectivement, le parcours de Roy est jalonné, notamment dans les flashbacks, de gens qui ont éclairé sa vie, qui ont fait partie des petits miracles, qui ont permis à lui de ne pas tomber, de ne pas sombrer justement que dans le côté sombre et dévastateur de sa bête, justement pour répondre donc rapidement à la question. Parce que la bête de Roy, c'est la colère, c'est ce qui le dévore à l'intérieur, c'est cette sauvagerie et cette dualité qu'on a entre essayer d'être dans un rapport normé avec les autres et en même temps d'être à vif et du coup de mordre si on se sent agressé, mais c'est pas une volonté de nuisance, alors qu'effectivement l'ogre par définition c'est le tortionnaire, c'est celui qui a aucun filtre et qui est là pour sa propre survie et qui dévastera tout autour de lui et surtout sans moralité. Alors que Roy a beau ne pas être intelligent, ce qu'il clame tout le temps, par contre il a un sens fort de la moralité et de la sensibilité. Et notamment ça lui vient beaucoup de la rencontre qu'il fait avec René. D'abord avec Bobby étant donc un boxeur américain, un GI américain qui débarque, qui s'est acheté une petite bicoque en Auvergne et qui monte un club de boxe. Donc il représente pour Roy le rêve américain, parce qu'un mec qui a un accent anglais, c'est pour lui c'est Clint Eastwood à la maison. Donc il est très content, il va apprendre la boxe et il va découvrir que dans les amis proches de Bobby, il y a René, et René a beau s'appeler René, en fait c'est Fu Manchu, c'est un petit chinois tout sec qui représente la philosophie asiatique. Et en fait, on découvre très vite, parce qu'il ne se cache pas de ça, que René et Bobby sont amants, ils sont amoureux. Donc c'est l'homosexualité dans un village auvergnat, c'est déjà pas évident nulle part, mais alors dans un village auvergnat à son époque, c'était particulièrement difficile. Et le roman joue toujours sur justement qu'est-ce qui est la norme et considéré comme juste et moral, et qu'est-ce qui en fait est rejeté par une certaine forme de société qui en fait l'est bien plus. Et typiquement, René et Bobby, il le dit assez vite, ont représenté pour lui la première vraie représentation d'un vrai amour, d'un vrai bel amour, et c'est entre deux hommes. Et lui, vu la relation qu'il avait avec son père et avec sa mère, finalement ça lui allait bien mieux. Et donc René lui amène à la fois la philosophie orientale en mode Reader's Digest un petit peu corrosif. Avec René, j'ai vraiment repris un peu les principes du lâcher prise, de la sérénité, de la méditation, parce que Roy n'étant que colère, par définition, quand la colère prend le pas, on attire le noir attire le noir. George Lucas l'a très bien dit pendant 40 ans avec Star Wars, mais finalement c'est un peu le cliché, mais c'est vrai. Et René essaie de lui apprendre l'apaisement, qui va du coup redécouvrir avec Guillemette. Enfin, je joue toujours sur l'ombre et la lumière dans le roman. Et oui, l'homosexualité et du coup l'homophobie, c'est des thèmes qui me sont très chers. De toute façon, tout ce qui est opprimé mais très cher à dénoncer. Et moi je suis blanc, je suis hétéro, je suis un mec, donc forcément tout ce qui est problème racial, homophobique ou domination de la femme, c'est quelque chose qui me touche, parce que je suis l'oppresseur officiellement, et du coup je pense qu'on a un rôle important, nous, à dire non, tout ça on n'est pas d'accord, on prend en fait et cause, et on ouvre aussi notre gueule, et donc voilà, effectivement tous les gens qui ont sauvé Roy ont, que ce soit forcément les femmes dans ce qu'elles ont de plus féminin ou dans ce qu'elles ont de moins féminin, parce que Rita, a priori on la voit comme ça, effectivement je la décris un peu comme un camion abandonné, et finalement non, elle plaide la cause des femmes, on en parlait tout à l'heure. René et Bobby, ils plaident le côté, la sensibilité chez l'homme. Ça c'est mon fer de lance dans tout ce que j'écris, c'est les hommes, le cliché de la virilité, faut arrêter avec ça, et la sensibilité, c'est ce qui nous sauvera, c'est pas le bon terme, mais arrêter avec cette diabolisation de la sensibilité, c'est de la faiblesse, l'émotion c'est de la faiblesse, l'émotion, la sensibilité c'est une vraie force, et voilà, donc ça c'est véhiculé par ces deux personnages là qui ont amené ça,
ont amené cette valeur-là à Roy. Ce qui explique, en fait, via ces flashbacks, j'explique aussi pourquoi c'est un amant aussi formidable, Roy, parce qu'au début, on se dit quand même, ce bunker, il a un peu toutes les qualités, mais il a toutes les qualités parce qu'il a vécu des choses qui l'ont éduqué. Et en fait, finalement, ça parle d'éducation, alors que c'est un personnage qui n'a pas été à l'école, mais c'est l'éducation de la vie. Et c'est les personnages qui ont donné les bonnes valeurs au bon moment et qui font que c'est devenu quelqu'un de bien, malgré tout. Merci. Et puis, merci. Bah, merci à vous de me lire. Et puis il y a Berthe, dite Mamie Lumière. Et je crois qu'on va pouvoir revenir sur ce personnage dans ton deuxième livre. Tu nous en dis quelques mots pour donner envie de suivre la suite? J'attends qu'ils finissent de prendre la parole. C'est jamais très long, voilà. Je pense que c'est des machines. Ouais, il y a des interférences épisodiques. Ouais. Berthe, oui, Berthe, pour ceux qui l'ont lu, donc je joue beaucoup avec les figures de conte et à un moment j'étais dans l'écriture de Cabossé et ça faisait, comme vous avez pu lire avec le texte, moi il y a des passages plus rigolos, là, on a eu pas mal de passages un peu noirs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages noirs avant d'aller vers la lumière et il y a un moment où moi en écrivant je commençais à être un petit peu plombé par tout ce qui leur arrivait qui était un peu dur et je me suis dit on va amener un petit peu de lumière dans tout ça et dans les personnages, c'est l'avantage, et ce que tu disais est vrai par rapport à l'intrigue, c'est une intrigue, il n'y en a pas, c'est l'avantage du road movie, c'est que moi ce qui m'intéressait c'était l'émotion des personnages, donc j'ai pas du tout joué avec des intrigues, des rebondissements en vrai, et là c'est un petit peu une facilité mais qui me permettait moi d'expérimenter des choses rigolotes, donc on peut faire intervenir des guest stars à droite, à gauche, et je me suis dit à un moment je vais leur faire rencontrer une grand-mère et qui sera particulièrement rock'n'roll parce que à chaque fois Cabossé joue sur t'as l'impression que ce personnage l'est caractérisé comme ça, donc ça va être une grand-mère qui fait 1m2, qui est toute petite, qui voit rien, qui a des culs de bouteille comme ça, donc elle est fragile, pas du tout, elle a une carabine, elle a un Luger qui est une arme nazie, et elle sait très bien se défendre, et finalement c'est eux les braqueurs qui se prennent pour Bonnie and Clyde, d'un coup ils ont l'impression d'être plutôt dans un Derrick parce que la grand-mère elle est beaucoup plus funky qu'eux, et du coup elle les braque parce qu'ils étaient en train de voler sa 4L, elle dit sympa, vous voulez les 4L des vieilles, alors qu'il y avait une Audi TT garée devant la ferme du voisin, vous n'êtes pas bien malin. Et finalement, elle les invite quand même à prendre la soupe chez elle parce que, comme elle dit dans le nouveau roman, moi, à mon époque, on fermait pas les frontières, on construisait pas des murs, on était polis. Et quand il y avait des gens qui avaient besoin, on leur offrait la soupe à table. C'est des valeurs que m'ont appris moi mes grands-parents. Et du coup, elle révèle, je fais un spoil qu'on n'est pas un, mais du coup, elle révèle qu'effectivement, elle a 7 gars enterrés dans sa cave, donc c'est un peu barbe bleue, dont 5 maris, parce qu'ils comprenaient pas bien les voies du féminisme, donc elle leur a expliqué ça avec le Luger qui est sur la table, qu'elle a piqué à un nazi qui a essayé de la violer, qui a fini avec un coup de pelle en travers de la tête. Donc Berthe, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et donc c'était un peu ma grand-mère, c'était pas un peu ma grand-mère. Alors oui, il y a pas mal de ma grand-mère en vrai là-dedans. Et suspense. Je pense que c'est la machine à trancher le pain de la boulangerie. C'est vrai. Est-ce qu'on peut leur dire d'arrêter de trancher le pain pour une petite heure? Donc ouais, c'est une grand-mère version Perrault, version Grimaud, version le petit chaperon rouge, etc. Puis c'est aussi ma grand-mère et puis tous ces récits que j'ai beaucoup entendus donc de la guerre à nos jours. Et voilà, et j'aimais bien. Et en fait, surtout, c'est la première personne qu'ils rencontrent dans leur cavale qui leur dit, parce que du coup, effectivement, Roy a tué Xavier, qui était l'ex-mari de Guillemette, mais l'ex-mari de Guillemette qui la battait, enfin qui faisait plus que la battre. C'était vraiment une femme qui finissait à l'hôpital régulièrement, comme ça arrive souvent, et qui restait avec son tortionnaire. On parlait des ogres. Donc c'est une légitime défense, mais qui n'est pas cautionnée par la loi, puisqu'il n'a fait que s'interposer. Donc ils sont fugitifs alors qu'ils ont raison. Et en gros, Berthe, elle lui dit, t'as bien fait de le dégommer, le gars, parce qu'il c'était pas un mec correct. Donc Guillemette lui dit, vous êtes très ouverte pour votre âge. Et c'est là où elle lui dit, tu vois, ma chérie, j'en ai 5 dans la cave, parce que ça suffit les conneries. Et donc c'est un personnage j'ai mis beaucoup d'amour dans ce personnage, je l'ai adoré, elle m'a complètement dépassé, je passerai au-dessus de la machine à découper le pain. Et j'ai écrit les 4-5 chapitres du roman, mais vraiment d'une traite comme ça, elle m'a complètement emporté. Et ce qui est amusant, c'est que
tous les gens tout le monde n'aime pas Cabossé, comme tu disais, il y en a même beaucoup qui peuvent éventuellement détester. Mais quand on aime Cabossé en général, tout le monde me dit « le personnage de la grand-mère est quand même formidable, elle a quand même fait l'unanimité ». Et on s'est dit avec mon éditeur, c'est vrai que ce qu'elle raconte de ces personnages qui sont enterrés dans sa cave, on a un peu envie de savoir pourquoi. Et donc c'est le sujet du second roman qui s'appelle donc Mamie Luger, qui est sorti la semaine dernière et qui est avec moi là au festival et qui a été très intéressant parce que contrairement à Cabossé qui a un roman de la spontanéité où j'écrivais un peu au fil de la plume en me disant je sais pas où ça va mais j'ai envie d'exprimer des choses, là d'un coup j'écris un roman en me disant alors qu'est-ce que j'ai écrit dans Cabossé qu'il faut que je respecte. Donc c'est une grand-mère, elle a 5 maris, elle a un nazi qui est enterré, il y a un Luger, etc. Et le mari il n'entendait pas les voix du féminisme, donc par définition je vais raconter une femme sur un siècle de 1914 à nos jours qui se bat dans un monde d'hommes pour faire valoir le respect, simplement. C'est Alors, j'ai pas de machine à pain dans le roman, peut-être dans le 3e, je ferais ça pourrait être pas mal. Et donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que du coup c'est un vrai roman féminin et féministe à la première personne autour d'un personnage féminin. Donc en tant qu'homme, en tant qu'homme de mon âge, raconter l'histoire d'une centenaire, c'est pas évident. Et j'ai voulu donc jalonner toute l'histoire de cette femme à travers l'histoire des différentes victoires de la position. C'est un peu difficile, c'est pas très élégant de dire ça, mais de la position de la femme, de la condition exactement, la condition de la femme à travers les époques et comment faire valoir ne serait-ce que sa personne en tant qu'être humain, parce que même ça à un moment c'était pas gagné quoi. Et donc voilà, donc ça a été un roman plus délicat à écrire parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il fallait que ce soit le plus juste possible. Donc j'ai fait intervenir beaucoup de femmes autour de moi qui ont relu beaucoup le roman pour que j'évite le mur, parce que je voulais être juste dans ce que je raconte. Et étonnamment, la synchronicité des événements fait que Cabossé, je l'ai écrit il y a peut-être 3 ans et l'affaire Weinstein a explosé l'année dernière, le MeToo a explosé l'année dernière, ce qui est très bien. Et l'oppression ne date pas d'hier, mais par contre, effectivement, il se passe quelque chose de très fort depuis 1 an et le roman tombe pile poil à ce moment-là. Donc c'est la version hashtag, c'est ma version hashtag. Donc il y a une chroniqueuse qui m'a fait un très joli papier qui m'a dit c'est pas hashtag balance ton porc, c'est hashtag dézingue ton porc à coup de pelle. Donc voilà, si vous voulez découvrir Berthe, elle est assez rock'n'roll. On va revenir à Cabossé parce que, en fait, la fin, pour y mettre, on ne sait pas vraiment. Ah, vous voulez vraiment spoiler le roman jusqu'au bout? Et quelle est la fin? On l'a pas lu, Bon, alors on spoil pas. Lancez la machine à pain, c'est le moment. Vous êtes tant de ça à pas l'avoir lu. On va peut-être, avant de passer la parole aux auditeurs pour des questions, ton livre culte, ton film culte. La machine à pain de Koreeda. Ouais, c'est ça. Mon livre culte, c'est difficile. Mon livre culte, je crois que le livre qui me, c'est un peu tarte à la crème de dire ça. Les 2 livres qui m'ont le plus impacté, c'est pour des raisons très différentes, c'est Les Liaisons dangereuses et Lolita. Bon, c'est pas très original. Lolita, ça a été un gros choc à plein de niveaux, sur stylistique, narratif et sur ce que ça racontait déjà de la problématique qui occupe un peu tout ce que j'écris, mais que beaucoup de mes scénarios ne sont pas arrivés hélas jusqu'à l'image, mais la problématique de l'ogre, c'est important, et de la monstruosité. La monstruosité d'un Berenber est vachement intéressante dans Lolita. Où se place la norme, où se place la conscience de sa monstruosité, la responsabilité. Elle peut pas en avoir de Lolita qui est trop jeune, mais quand même, j'aime bien le côté ambigu de Nabokov et pas juste noir et blanc de dire ça c'est mal, ça c'est bien. Et c'est ce que j'essaie de retrouver un peu dans ce que j'écris, d'essayer de comprendre
de comprendre et de ne pas excuser, mais de comprendre les monstres. Et d'ailleurs, c'est encore plus expliqué dans Mamie Luger, parce que donc Mamie Luger, c'est en deux temporalités. C'est la garde à vue de la grand-mère de 102 ans qui est face à un inspecteur qui donc découvre qu'elle a tous ces macabées dans sa cave. Et c'est quoi la morale d'une femme qui tue des hommes? Est-ce qu'on peut cautionner, le meurtre? Et où se place la morale dans la survie, quoi. Et qui sont les monstres? Et je reparle beaucoup de ça dans Mamie Luger, la monstruosité. Ça paraît assez enfantin comme ça, mais j'aime bien parler de sujets assez profonds en les remettant. C'est pour ça que le conte et la mythologie, pour moi, c'est assez important, parce qu'on peut être naïf, et via ce qui peut paraître pour de la naïveté, en fait, dire des choses un peu plus profondes que ce qu'on a l'air de dire. Ce qui permet de toucher aussi un public plus large. Et le film? Ah, le film culte. Oh là là, le film culte, l'enfer. Mais tu l'as dit tout à l'heure, le livre de la jungle. Ouais, mais en fait non, parce qu'à chaque étape de ma vie, j'ai eu des films fondamentaux qui m'ont accompagné. Amadeus a été un film incroyablement important pour moi. J'avais beaucoup de crises d'asthme quand j'étais enfant, et ma récompense, entre guillemets, quand j'étais malade, c'était on faisait un détour pour voir le vidéoclub, on louait Amadeus et on me mettait sur un coussin et je passais 3 heures à regarder Amadeus, pendant lesquelles j'arrêtais de réfléchir à ma respiration. Donc c'est un moment très fort. Et après, il y a les films qui m'ont après moi impacté dans ce que je voulais raconter en tant que réalisateur, qui sont du coup pas forcément des films les plus importants, j'ai envie de dire. Moi, je fais la différence entre des monuments du cinéma comme 2001, c'est un grand film, mais c'est pas un film qui est important pour moi. Mais un film comme Magnolia, par exemple, de Paul Thomas Anderson, si un jour je pouvais réaliser un film comme Magnolia, je serais un homme heureux. Et c'est pas le plus grand film de l'histoire, mais par contre tous les sujets qu'il aborde, et notamment le rapport à la descendance, à la paternité, à ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas dans les traumatismes, et la mise en scène brillante. Enfin, c'est un film qui est fondamental pour moi, que je regarde régulièrement et qui est mon Graal. Un jour, j'aimerais réaliser un film aussi abouti que Magnolia. Est-ce que vous avez des questions? Aussi, vous allez bientôt peut-être le mettre... Alors nous y travaillons grandement. Ouais, en fait, ça fait 1 an que je suis sur le projet du film. J'ai signé avec des producteurs et je reviens dans la fameuse schizophrénie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un producteur en France qui veut faire le film. Et les producteurs que j'ai trouvés sont des producteurs français basés à Los Angeles avec une structure américaine, mais nous allons quand même le tourner en français avec peut-être de l'argent américain. Donc je vois pas de psy en ce moment, il faudrait que je m'y remette parce que je crois que j'ai un problème. Mais on est dessus, on est sur l'adaptation. Pour le coup, le projet il coulait de source. Étant scénariste de formation, c'est vrai qu'il y a une structure très facile à redécouper en scénario pour cabosser, et pour moi c'est extrêmement agréable d'avoir imaginé le roman et d'être passé par la plume, et maintenant de me dire comment je vais transférer ça via la caméra, comment certains mots, si ça sert à rien de les dire, ça va être de la paraphrase, comment on fait passer ça à travers quelque chose d'organique et de visuel. Et j'ai mis 1 an à faire le casting. Ça a été très compliqué de trouver l'acteur, sachant que du coup... Et alors, ce n'est pas du tout ce que j'ai décrit dans le roman, parce que l'acteur d'1m95, bâti comme ça... Au début, on m'a dit, ouais, on va aller chercher des boxeurs, mais le problème, c'est pas qu'il soit juste physiquement impressionnant, il faut qu'il sache bien jouer. Et bien jouer, c'est pas évident, quoi. Donc, j'ai été chercher un comédien qui est absolument magnifique, qui joue divinement, qui a un charisme de ouf, mais qui fait 1m75. Et du coup, on va devoir tricher un petit peu certaines choses. Qui s'appelle Guillaume Gouix, qui est un acteur qui a une très belle carrière, et Lizzie Brocheret. Donc, on a notre casting principal. Et là, on est en financement. Donc, je ne peux pas vous dire si on arrivera à faire ce film ou pas, mais en tout cas, on est dessus. Et si tout se passe bien, là, ils étaient à Cannes pour le financement, donc peut-être que je vais avoir des bonnes nouvelles bientôt, et peut-être qu'on tournera l'année prochaine, et peut-être que dans 2 ans, on pourra vous montrer un beau film. Super. J'espère. Est-ce que vous l'avez dessiné? Dessiné dans ma tête? Non, sur papier, vous y avez donné... Non. Après, il y a, dans les 1000 projets qu'on a, j'aimerais bien aussi, on se dit peut-être ça pourrait être intéressant d'en faire un roman graphique, donc c'est une autre étape. On a fait si ça vous intéresse, on a fait une version audio du livre, donc ça c'est...
c'est Amazon qui lance ça. En fait, c'est des livres audio. Alors donc c'est pas que pour les malvoyants, c'est des livres audio en général. Et moi, on m'a appelé en me disant ouais, ça nous intéresse de faire le livre audio de Cabossé. J'ai dit j'accepte, mais dans ces cas-là, c'est moi qui fais la direction de comédien, c'est moi qui choisis le comédien. J'ai eu la grande chance qu'ils disent oui, et du coup j'ai appelé Xavier Gallet, qui est un immense comédien de théâtre et que j'avais vu notamment plusieurs fois moi sur scène faire des textes, faire des lectures de textes, donc que ce soit de Proust ou du San Antonio il a une diction absolument incroyable, et j'ai eu du coup le grand bonheur de passer 3 jours avec lui, et il faisait tout, les rôles, et du coup on a fait de la fine dentelle sur le projet, donc c'est sur le site Audible si ça vous intéresse. C'est une autre façon d'appréhender le roman, c'est assez intéressant. Donc j'ai fait la version audio, puis maintenant on va faire la version cinéma. Donc dans la version cinéma, je mets plus en avant encore l'histoire d'amour, parce que le cinéma, typiquement, à l'image, et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au meurtre du père de Lily, on peut vite rentrer dans quelque chose de trop graphique et trop gratuit. Donc c'est pas évident. Ce qui passe par les mots à l'image peut être plus vite choquant. Donc voilà, il y a tout un travail de découpage et d'écriture visuelle, par contre, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, qui va être intéressant à faire. Donc j'espère qu'on arrivera à faire le film. Tu veux que j'arrête de parler? Oui, je veux que t'arrêtes de parler, oui, parce que là on va libérer les lieux, parce que Barbara a eu la gentillesse de nous accueillir ce matin, mais elle travaille, donc on va libérer. Mais vous pouvez boire un coup, hein, vous pouvez boire un coup avant de partir, prendre l'apéro avant de partir. Je vous remercie d'être venus tous et toutes, la machine à pain. Ouais. Qui sera crédité au générique. Qui sera crédité au générique, tout à fait. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir assisté à cette rencontre. Merci beaucoup à Benoît et à Jean-Bernard. Voilà. Et puis rendez-vous sur